quoi qu'il arrive dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, et même si le pouvoir écrase ce mouvement, on peut dire que la République islamique aujourd'hui est condamnée. Elle est condamnée, soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois, soit dans un an, soit dans 2 ans, mais elle ne pourra pas renaître sur un tas de cadavres. Alors, je voudrais qu'on fasse le point avec vous, Michel, sur la situation. Vous avez de nombreux amis au sein de l'opposition iranienne. Vous avez des contacts aussi à l'intérieur du territoire iranien. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce qui s'est passé au cours des dernières heures ? Écoutez, mes derniers contacts, c'était hier dans l'après-midi. Une inquiétude immense devant les massacres. Parce que là, je crois qu'il faut dire les choses. Il se déroule à quelques milliers de kilomètres de Tel Aviv et de Jérusalem où nous sommes. Il se déroule un massacre d'une population civile qui manifeste pacifiquement pour la liberté. Et alors les chiffres, au début on a parlé il y a quelques jours de 45 morts, après 192. Mes amis iraniens me parlent de 1500 à 2000 morts. Bon, tout ça est invérifiable, mais on a des photos de corps entassés devant la morgue de Téhéran, on sait maintenant que les forces de sécurité iraniennes tirent à balles réelles, qu'il y a des snipers dans les immeubles, dans les rues où les gens manifestent, et des snipers qui ont comme mission de viser les yeux. Donc le but, c'est de casser ce mouvement en tuant le maximum de gens, en les terrorisant, en faisant des estropiés, et des milliers de personnes ont été arrêtées. Voilà où nous en sommes. Et alors là, pour dire franchement les choses, alors mes amis iraniens, pas tous les Iraniens, mais ceux que je connais, attendent de l'aide de l'extérieur et me disent, alors qu'est-ce que fait Israël, qu'est-ce que font les États-Unis ? Ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas. Déjà la dernière fois, c'est-à-dire en juin, pendant la guerre des 12 jours, les Iraniens ont eu l'impression d'être abandonnés en cours de route par les Israéliens et les Américains lorsque Donald Trump a fait cesser cette guerre des 12 jours. Et là, ils prennent tous les risques et ils ont besoin d'une aide. Alors on peut discuter du type d'aide, bien évidemment, il ne s'agit pas d'une invasion, mais il s'agit d'aides précises, ciblées, qui permettrait de faire changer de camp, que la peur change de camp, et que les forces de sécurité, à un moment donné, lâchent le pouvoir, et que les gardiens de la révolution, au plus haut niveau, explosent, parce qu'à un moment donné, quand on est en train de perdre une bataille, il y a un certain nombre de gens, y compris à un très haut niveau de l'État, qui pensent d'abord à leur survie personnels, et qui peuvent à un moment donné être amenés à négocier, et on pourrait entrer alors dans une transition vers un autre régime et vers la fin de la République islamique. Alors est-ce que ce qui s'est passé au cours des 24-48 dernières heures, est-ce que vous avez le sentiment que la protestation se tasse, ou au contraire qu'elle continue à s'amplifier en dépit des massacres que vous mentionnez ? Alors il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a la protestation numérique, il y a la protestation physique, c'est-à-dire la capacité des gens à sortir dans les rues. On voit des images sur des réseaux sociaux. De toute façon, l'Internet est coupé. C'est très difficile d'avoir des informations fiables. Très peu de journalistes étrangers sont présents sur place. Donc, les manifestations tendent numériquement à se tasser, mais le mécontentement et la colère grandissent. Et de toute façon, quoi qu'il arrive dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, et même si le pouvoir écrase ce mouvement, on peut dire que la République islamique aujourd'hui est condamnée. Elle est condamnée, soit dans quelques semaines, soit dans quelques mois, soit dans un an, soit dans 2 ans, mais elle ne pourra pas renaître sur un tas de cadavres. Elle n'a plus rien d'autre à proposer à la population que la répression, et imaginons donc qu'ils arrivent une fois de plus, à mater le mouvement d'opposition, parce que des révoltes, il y en a tous les 2 ou 3 ans en Iran. S'ils arrivent une fois de plus à mater ce mouvement d'opposition, qu'est-ce qu'ils ont à proposer sur le plan économique? N'oublions pas d'ailleurs que le début du mouvement est né de la révolte contre la vie chère. Sur le plan économique, le pays est en ruine. Et surtout, la différence avec les mouvements précédents,
Ce mécontentement, il n'est pas nouveau, il est récurrent en Iran. La différence, c'est que l'Iran n'est plus une grande puissance. L'axe de la résistance, qui faisait de l'Iran une sorte d'empire, allant de Téhéran jusqu'au Yémen, en passant par Bagdad et par Damas, cet empire s'est effondré. Et par le Hezbollah, il est en tout cas en miettes aujourd'hui. Et donc cette grande puissance qui prétendait libérer Al-Quds, libérer Jérusalem, qui prétendait détruire l'antitétionnisme, comme ils disent, cette grande puissance a été ridiculisée, mise à genoux par Israël et par les États-Unis, et malgré toute leur rodomontade, ils n'ont jamais été capables de riposter contre Israël militairement à la hauteur des pertes que Israël avait infligées au régime. Donc ce régime qui est fondé sur la force a montré sa faiblesse. Il est discrédité et il est miné de l'intérieur, et c'est ça maintenant, c'est à cela qu'il faudrait être attentif, c'est qu'il y a des failles au sommet de l'État, il y a des failles parmi les gardiens de la Révolution, et donc un des scénarios qui est possible, ce n'est pas un passage immédiat demain, dans 15 jours, à une démocratie parlementaire, mais c'est une transition avec peut-être l'élimination du guide Khamenei, la prise du pouvoir par une fraction des gardiens de la Révolution, et puis la négociation d'une part avec le peuple pour en finir avec les oripeaux du régime islamique, par exemple l'interdiction du voile qui n'est plus respectée par les femmes, et puis mettre les pouces avec Israël et avec l'Occident et avec les États-Unis en décrétant l'arrêt du programme nucléaire contre la levée des sanctions. Mais on est entré en tout cas dans la dernière phase de la République islamique. Alors, ok, alors là, c'est une phase apparemment de transition que vous décrivez là, c'est-à-dire la chute du régime des Mollahs, mais un remplacement par un régime militaire, pas obligatoirement par un régime qui serait dirigé par le Reza Pahlavi. Ben écoutez, on n'est pas dans une démocratie occidentale avec un État centralisé. On n'est pas dans l'Espagne. Qui n'était pas une démocratie, mais dans l'Espagne de Franco, qui était un petit pays centralisé, etc., où il suffisait de changer quelques têtes à la tête de l'armée, à la tête de la radio, de la télévision, etc. On est dans un très grand pays, 2 ou 3 fois plus grand que la France, près de 100 millions d'habitants, et qui est surtout composite sur le plan ethnique. Il ne faut pas oublier qu'en Iran, il n'y a que 50% de Perses, mais l'autre moitié de la population et toute la périphérie du pays est composée de minorités nationales, les Baloutches, les Kurdes, les Arabes, et donc la vacance de pouvoir, la chute du régime peut entraîner une sorte de chaos avec, par exemple, on sait très bien que les Kurdes, une partie des Kurdes veulent leur indépendance. Donc on va certainement entrer dans une phase de turbulence avec peut-être même une recomposition des frontières, et une phase qui peut être très dangereuse, parce que la République islamique est en train de vivre ses derniers moments. Je veux dire que plus personne, 20% seulement des gens soutiennent encore le régime, pas tellement par idéologie, mais parce que c'est ce régime qui les fait vivre. Ben, ce sont les forces de l'ordre, les gardiens de la Révolution, les familles des mollahs, ceux qui tiennent, c'est une espèce de mafia qui détient l'économie du pays. Mais autrement, 80% des gens veulent que ça change. Simplement, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire, ça ne peut pas se passer. Je le comprends, mais hier, on parlait avec Saïd Bachistage de Bruxelles, qui nous disait que, contrairement à ce qui s'était passé en mois de juin dernier, il y a cette fois-ci une sorte d'unanimité, de consensus autour de la personne de Reza Pahlavi, ce qui n'était pas encore le cas, justement à cause des diverses ethnies en Iran. Est-ce que vous avez des informations qui confirment que le mouvement aujourd'hui de protestation, c'est un mouvement consensuel où on clame dans les rues de Téhéran, par exemple, le nom de Reza Pahlavi ? Alors écoutez, d'abord, pour que les choses soient claires, moi je connais depuis 20 ans Reza Pahlavi, j'ai écrit un livre d'entretien avec lui, et je considère qu'il est la meilleure option pour l'Iran. C'est-à-dire que Reza Pahlavi, c'est pas une force politique, Reza Pahlavi, c'est un symbole, c'est une institution, c'est quelqu'un qui peut assurer une transition vers la démocratie. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit ici et là, il ne réclame pas le rétablissement de la monarchie, il réclame la fin de la République islamique et ensuite le fait que les Iraniens, par voie démocratique, par voie de référendum, puissent choisir entre une monarchie parlementaire ou une république parlementaire. Mais dans tous les cas, un régime démocratique. Simplement, alors les sondages
D'abord, il y a des sondages fiables qui montrent qu'il est la personnalité la plus populaire du pays. Mais il est la personnalité la plus populaire avec environ 30% des Iraniens qui lui font confiance. Et beaucoup qui, jusqu'à ces derniers jours, ne le connaissaient pas, hein, parce qu'on ne le voit jamais à la télé en Iran. Il est persona non grata et il a disparu de l'Iran depuis 45 ans. Donc, ensuite, ce qui est vrai, c'est que dans les manifestations, on entend crier son nom. Et que, contrairement au mouvement de 2009, qui était un mouvement où les réformateurs, vous savez, en 2009, après que Ahmadinejad a volé le résultat des élections, le président qui aurait dû être élu, Moussavi, qui était un homme du régime, était à la tête d'un mouvement, mais un mouvement pour réformer le régime. Les différentes tentatives de réforme de l'intérieur, avec Moussavi, avec le président Khatami, qui avait dirigé le pays entre 1997 et 2005, toutes ces tentatives ont échoué. Et effectivement, Reza Pahlavi apparaît pas seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'institution. Il représente une institution qui a dirigé l'Iran pendant 3000 ans. Je ne parle pas de sa dynastie, qui est récente. Hein. Il n'est que le troisième de sa dynastie, qui a été fondée par son grand-père. Mais il représente une institution qui peut unifier l'Iran et qui peut empêcher le chaos. Il est l'homme auquel peuvent se rallier, disons, dans la dignité, les officiers des gardiens de la Révolution qui refusent de continuer à faire couler le sang. D'ailleurs, il est en contact avec eux. Maintenant, c'est connu, il y a un canal secret de communication par lequel les officiers peuvent se rallier à lui. Les mollahs, beaucoup de mollahs sont maintenant en rupture de banc avec le régime. L'armée qui a toujours été quand même un peu distincte, resté quand même une certaine indépendance par rapport aux gardiens de la Révolution, et il reste toujours le chef théoriquement de l'armée. Voilà. Mais est-ce que du jour au lendemain, ils vont rendre les armes, déposer les armes et appeler Reza Pahlavi? Souvenez-vous d'ailleurs ce qui s'est passé même dans même en Espagne. Dans l'Espagne franquiste, c'est pas du jour au lendemain qu'on a eu la démocratie. Ce sont d'abord à la mort de Franco, ce sont des hommes de Franco qui ont pris le pouvoir pendant quelque temps. Et Juan Carlos était un homme de Franco. Vous voyez ce que je veux dire, désigné par le régime. Alors, je voudrais avoir, Michel, parce que notre entretien commence à toucher à sa fin, je voudrais avoir votre appréciation d'abord, sur le silence des chancelleries occidentales. Je ne pense pas avoir entendu de réaction d'Emmanuel Macron aux massacres qui sont actuellement en train de se produire à Téhéran et dans les grandes villes iraniennes. Et puis, ma dernière question, ce sera concernant Israël. Vous pensez, vous, personnellement, qu'Israël doit prendre l'initiative de déstabiliser plus encore le régime, peut-être en allant bombarder peut-être des positions le palais présidentiel, des positions, on va dire, des bureaux ministériels, peut-être la radio, la télévision? Alors, je vais vous dire ce que m'a dit cet ami iranien qui joue un rôle important, qui a une responsabilité importante. Lui, il me dit, ils ne veulent absolument pas, ils veulent pas qu'Israël envahisse le pays, ils veulent pas que les Américains envahissent le pays, il n'en est pas question, ils veulent pas une répétition de l'Irak en 2003, ils veulent qu'on les aide à se libérer par eux-mêmes. Hein, qu'on aide le peuple iranien à se libérer par lui-même et par une aide logistique discrète. Et il me disait entre nous, et je vous le répète, le Mossad a des gens sur place. Qu'est-ce qu'ils se font? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous aident pas? Les aider de quelle manière? De la manière la plus discrète qui soit, c'est-à-dire pas par des grandes déclarations, mais par exemple en leur permettant d'avoir un système Internet alternatif, de rétablir les communications, et puis surtout par la cyberguerre, en paralysant le système de communication du régime, des gardiens de la Révolution, du guide suprême, de tous ces gens, de tous les appareils répressifs. Donc ce ne sont pas des opérations militaires au sens strict. Et surtout, ne bombardons pas l'Iran, parce que quand on bombarde, même des cibles militaires, on tue les civils. Et ça, c'est très très mauvais. Mais par contre, une aide logistique précise pour leur permettre pour affaiblir les services de sécurité, pour affaiblir les gardiens de la Révolution et les forces de répression, c'est ce qu'attendent les Iraniens. Et ensuite, ils seront assez grands pour se libérer par eux-mêmes. Et surtout aussi, psychologiquement, c'est important. Oui. Reza Pahlavi l'a dit cette nuit, il a dit une aide extérieure va bientôt arriver parce que, évidemment, les gens se font massacrer.
chaque famille, s'il y a 2000 morts sur 90 millions d'habitants et des milliers de blessés, tout le monde peut connaître quelqu'un qui a été tué ou qui a été blessé. S'il y a une centaine de villes dans lesquelles il y a des manifestations, y compris dans les petites villes, donc il faut surtout leur donner le moral et leur dire que ces sacrifices ne sont pas inutiles et qu'il y ait un espoir, donc qu'à un moment donné, il va y avoir, mais très vite, très très vite, une aide logistique, une aide précise, ciblée. Mais on le comprend bien. On le comprend bien. Un mot, voilà. Michel, sur Emmanuel Macron. Écoutez, l'Europe, c'est l'Europe. L'Europe n'est pas une puissance militaire. L'Europe est une puissance économique, est une puissance culturelle, est un soft power. Et l'Europe se rend compte d'ailleurs depuis quelques mois, parce que Emmanuel Macron est d'ailleurs celui qui est en pointe pour le réarmement de l'Europe et avoir un armement, une défense indépendante de celle des États-Unis. Mais l'Europe ne peut rien faire militairement. Seuls les États-Unis peuvent faire. Maintenant, la question, c'est le soutien politique. Et effectivement, les Européens sont très discrets, trop discrets, à mon avis, par rapport à la révolte iranienne. Et là, moi qui ai un certain âge, comme vous, Daniel, je me souviens d'avoir vécu ces événements à l'envers, c'est-à-dire en 79. Oui. Il y avait un enthousiasme en Europe, aux États-Unis, partout. Il y avait un enthousiasme pour les opposants au Shah. Khomeini est arrivé porté par l'opinion publique mondiale et par les gouvernements occidentaux, les Américains, les Français. Il était réfugié en France, etc. Il est parti à l'aéroport d'Orly le 1er février. Avec un vol le 1er février 1919 de Neuf-le-Château, escorté par des gendarmes français. Et là, on a l'impression quand même que il y a toujours une réticence à l'égard de Reza Pahlavi, il y a toujours une réticence à l'égard de la monarchie qui représenterait entre guillemets la droite, alors que Khomeini, malgré tout ce qu'on lui, Khomeini et Khamenei, malgré tout ce que les Européens d'ailleurs constatent, les crimes, etc., représenterait quelque chose quand même d'anti-impérialiste, d'anti-américain, etc. Alors, il y a quand même un vrai problème, c'est évidemment le rôle des États-Unis, parce que oui. Je serais iranien et j'attendrais une aide des États-Unis et d'Israël. Mais est-ce qu'on peut vivre dans un monde où les États-Unis font la pluie et le beau temps partout? Vous voyez, donc il y a un aspect contradictoire, c'est qu'une intervention américaine limitée, ciblée et justifiée et peut débloquer la situation. Et d'ailleurs, les Américains sont intervenus en 1944 en France. Voilà. Mais il y a un problème du point de vue de l'ordre international, c'est si une puissance s'arroge le droit maintenant d'intervenir partout quand elle veut, comme elle veut. Oui. Donc voilà, c'est cette contradiction devant laquelle nous sommes aujourd'hui. Eh bien, effectivement, on est dans cette contradiction. Merci beaucoup, Michel Taubman, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre d'entretien publié à De Noël avec le prince héritier Reza Pahlavi, dont on scande le nom dans les rues de Téhéran aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre appréciation de la situation. À bientôt, Michel. Bye bye.